le sujet donc qui nous occupe aujourd'hui, c'est donc le sujet de la confrontation à autrui. Alors, euh, je disais en introduction que il me semble que la confrontation à autrui, bon, je vais un peu définir ce que j'entends par là, mais grosso modo, c'est plutôt un phénomène ou une conduite qui est plutôt l'exception que la règle. Alors pourquoi je dis ça? Parce que au quotidien, nous interagissons évidemment avec d'autres personnes. Je vais appeler ça des interactions, je vais appeler ça des interactions naturelles. Et on peut un peu essayer de tenter de classer ces interactions de différentes, selon une typologie un peu arbitraire, mais bon, je me suis un peu essayé à l'exercice. Alors, évidemment, comme on est dans une société de consommation, ben, il y a un certain nombre de nos relations avec nos congénères qui sont fortement orientées par ce biais sociétal. Par conséquent, nous avons tendance à avoir des relations, on va dire, qui suivent le modèle du client-fournisseur, a fortiori avec des personnes qui ont une fonction, qui occupent une fonction. Quand vous interagissez avec une personne dans le cadre de ce type de relation, évidemment, vous avez des attentes envers elle et elle-même a des attentes envers vous, puisqu'il y a une espèce de contrat, alors un contrat soit implicite, soit explicite, qui vous lie, qui fait que donc vous attendez que l'autre, quand vous êtes le client, que l'autre vous serve d'une certaine manière, et en contrepartie de quoi, évidemment, vous le payez, hein, enfin, vous êtes un client honnête. Et ce qui implique une certaine forme de justement servir, hein, ça vient de servitude, donc de servitude ou de soumission, donc de la part du fournisseur envers le client. D'ailleurs, si on dit que le client est roi, hein, c'est bien que le roi s'adresse à ses sujets, hein, ou à ses vassaux, et que en tant que fournisseur, nous sommes tous un peu le vassau de nos clients ou de notre patron, hein. C'est selon la profession que vous occupez. Euh, voilà, donc ça c'est un premier type de relation à autrui. Euh, et voilà, quand on est en interaction avec quelqu'un dans un mode de ce type-là, a priori, il n'y a pas de confrontation. En tout cas, il n'y en a pas dans le sens où je le définirai après, hein. Il peut y avoir des confrontations, mais ça sera d'un autre type, on verra après. Euh, le deuxième type de relation, je qualifierais d'évitement poli, hein. Donc ça, c'est pas grosso modo, ce sont les gens que vous croisez dans la rue, vos compagnons dans les transports en commun, et puis ce qu'on a appelé malheureusement, enfin, de manière un peu malheureuse pendant le confinement, tout ce qu'on appelle les invisibles, hein. Tous ces gens au quotidien qui travaillent, hein, dans les femmes de ménage, le conducteur de bus, les balayeurs dans la rue, les éboueurs, etc. Voilà, tous ces gens, alors je dirais c'est pas qu'on les méprise, mais bon, disons, en général, on les ignore. En tout cas, pour la plupart d'entre nous, on les ignore. Et voilà, tout ça, ça fait partie, je dirais, des relations où il y a une forme de soit d'ignorance, soit d'évitement poli. On ne cherche pas a priori à entamer, alors surtout si on est parisien, hein, on ne cherche pas a priori à établir le contact avec les gens dans le métro, quoi, hein. D'ailleurs, quand il y a des provinciaux qui le font, très rapidement, je pense qu'ils prennent le pli et puis ils font comme tout le monde, ils regardent leurs chaussures et puis ils font la gueule, voilà. Comme tout bon Parisien. Bon, je caricature évidemment un petit peu, mais bon, tout ça pour dire qu'il y a quand même un mode relationnel qui est très loin de la confrontation. Le troisième mode,
qui lui pourrait s'apparenter à une confrontation, mais en fait, c'est autre chose, c'est le mode conflictuel. Alors, on est en conflit lorsque, je dirais, une condition pour être en conflit avec quelqu'un, en général, c'est quand il y a un enjeu, à la fois des enjeux, alors ça peut être des enjeux affectifs, des enjeux de pouvoir, des enjeux de propriété, des enjeux financiers, ou tout à la fois, hein, ce qui va encore augmenter le conflit. Et en même temps, il y a aussi une charge affective ou une charge émotionnelle qui fait que c'est principalement la différence entre un conflit et une confrontation. Hein. La différence, c'est que dans une confrontation, a priori, vous n'avez pas cette charge émotionnelle, vous n'avez pas cet enjeu de pouvoir, vous n'avez pas cet enjeu ou de propriété ou d'argent, etc. Et c'est toute la différence entre un conflit, moi je reviendrai dessus après, et une confrontation. Alors évidemment, on peut être en conflit avec plein de gens. Hein. On peut avoir des conflits d'intérêts, par exemple avec ses voisins, hein, avec ses voisins de palier, hein, ou même ses voisins du dessus ou du dessous. Je ne sais pas, pour ceux qui ont participé à des assemblées de copropriétaires, là, ça peut être assez rigolo de ce point de vue-là. Et puis en plus, si en plus vous avez des gens de votre famille et que vous n'entendez pas bien avec eux dans la copropriété, voilà, ça peut être encore une source de conflit. Vous pouvez avoir des conflits uniquement pour des opinions divergentes. Hein. Alors, par exemple, quand on commence à parler en politique, quand on exprime ses opinions politiques ou même des opinions sur d'autres sujets, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, vous allez avoir des gens qui vont vous insulter, ou des trolls. Alors, des fois, il y a des professionnels qui font ça. Alors, moi, ça m'arrive d'avoir ça, soit à l'occasion de mes articles, soit même dans mes ateliers. Hein. J'ai des gens qui, je ne sais pas comment ils arrivent là, mais ils arrivent là et puis ils m'insultent et puis ils s'en vont après. Alors, on ne sait pas d'où ils viennent. Mais bon, voilà, ça arrive. Euh, donc, on est quand même dans une société où on constate quand même une certaine polarisation des opinions, une certaine radicalisation de certaines opinions avec des espèces d'archipels ou d'îlots d'opinions qui se constituent et qui se battent en fait un petit peu à coup d'arguments ou de pseudo-arguments avec d'autres cellules. Mais encore une fois, tout ça, pour moi, n'est pas de la confrontation, tout ça est du conflit. Euh, on peut, alors, on peut être aussi en conflit, donc je disais, hein, très classiquement dans sa famille, hein, puisque a priori, il y a toujours des enjeux affectifs dans votre famille. Et voilà, la famille, le couple, évidemment, sont des configurations qui sont propices à l'émergence de conflits. Mais justement, l'idée que je voulais vous proposer, c'est que ça serait mieux de remplacer cette idée de conflit par la notion de confrontation. Mais on verra que ça ne peut se faire que sous certaines conditions. Un autre mode de relation qu'on peut avoir, alors c'est assez proche de la relation client-fournisseur, mais c'est plus la relation hiérarchique. Donc, dans la relation hiérarchique, euh, on va, euh, aller plus sur des relations de type soit de l'admiration, du respect, donc ça c'est plutôt dans le meilleur des cas, et dans le pire des cas, on sera plutôt dans la crainte ou dans la soumission. Hein. Mais encore une fois, ça exclut, donc ce ne sera pas considéré comme des situations où on va se confronter. Alors, on va pouvoir rentrer en conflit, mais la plupart du temps, on va justement, pour ne pas aller au conflit, éviter la confrontation, parce qu'on a peur que la confrontation dégénère en conflit. Parce qu'évidemment, c'est assez facile, si les conditions ne sont pas respectées, de commencer par une confrontation et puis que ça dégénère assez rapidement en conflit, puisque les interactions humaines sont quand même des équilibres assez fragiles. Voilà, donc
Oui, alors il y a aussi une autre. Qu'est-ce que j'ai oublié? Oui, alors bon, on peut aussi dire qu'il y a les discussions, on va dire, assez anodines. Alors quand on parle de la pluie du beau temps, justement, encore une fois avec ses voisins, les discussions autour de la machine à café. Voilà, donc je dirais des discussions qu'on pourrait qualifier de sympathiques, d'amicales, qui créent une certaine convivialité. Mais encore une fois, ça ne sera pas de la confrontation, parce que là, pour le coup, va y manquer l'élément, je dirais, de friction, l'élément de tension qui fait partie de la confrontation. Donc maintenant que j'ai défini un peu en creux ce que serait qu'une confrontation, bah, je vais essayer de la définir plutôt en positif. Euh, enfin non, je vais plutôt disons, la distinguer de manière plus conceptuelle de ce qu'elle pourrait être, mais qu'elle n'est pas. Donc, je disais que la confrontation donc, n'est pas un conflit, hein, parce que à la fois, dans le conflit, on a des intérêts en jeu et des affects qui sont assez puissants, alors que ce soit de l'amour, de la crainte, de la jalousie, de la colère ou de l'envie. Voilà, tout ça fait qu'on est plutôt dans un conflit que dans une confrontation. Ce n'est pas donc de l'évitement, donc ce n'est pas des discussions anodines ou juste des monologues qui se croisent, parce que dans une confrontation, il y a forcément une rencontre. Il y a une rencontre avec autrui, et en général, une rencontre qui se fait, qui est une rencontre authentique, hein. Euh, ce n'est pas une discussion, même une discussion plutôt amicale, parce que il n'y a pas en général, dans ce genre de discussion, il n'y a pas de mise à l'épreuve, hein. Alors, dans une confrontation, comme le, le côté, comme la définition le suggère, il y a toujours nécessairement une mise à l'épreuve, hein. Il y a une mise à l'épreuve d'autrui et de soi-même, hein, par la même occasion. Euh, Ce qui veut dire que cette mise à l'épreuve va créer nécessairement une forme de tension. Mais l'idée que je vous proposerais, c'est qu'on essaie de créer une tension qui soit plus cognitive que affective, hein, puisque si on veut profiter d'une confrontation pour penser, pour réfléchir ensemble, pour travailler des compétences, je dirais, de la pensée, eh bien, cette tension est nécessaire. Grosso modo, vous ne pouvez pas penser s'il n'y a pas de tension, hein. Et la tension, je dirais, classique pour penser, c'est de trouver un problème, hein. C'est pour ça que les problèmes sont en philosophie, on fait ce qu'on appelle de la problématisation, c'est-à-dire on pose des questions qui posent problème et qui posent le problème, et qui permettent donc à la pensée je dirais de prendre son envol. Euh, et, et, euh, et donc, ce qui s'oppose également à la confrontation, c'est la notion de fonction, puisque dans la notion de fonction, on joue un rôle, hein. Et dans la notion de confrontation, on veut dépasser ce rôle et on veut se confronter à un être, voilà, un être humain dans toutes ses dimensions, donc sa dimension comportementale, cognitive et affective, puisque même si on ne veut pas une confrontation dégénère en conflit, ça ne veut pas dire que dans une confrontation, il y aura pas d'émotion ou il n'y aura pas d'affect. Mais simplement, l'idée, c'est que les affects soient, je dirais, soient à un niveau raisonnable qui ne pose pas de problème pour avoir accès à la raison. Voilà. Donc, si je faisais une définition comme ça, je dirais que se confronter à autrui, c'est rencontrer autrui de manière authentique et dépassionnée, hein, donc avec une certaine prise de distance par rapport à ses émotions, euh, pour se mettre à l'épreuve réciproquement afin de mieux se connaître. Voilà. Puis se connaître soi-même et puis connaître le monde aussi par la même occasion si possible. Voilà. Alors,
Maintenant, me direz-vous, alors pourquoi, finalement, pourquoi vouloir se confronter à autrui? Pourquoi ne pas rester tranquillement dans son quant à soi avec ses discussions sympathiques? euh, ou pourquoi pas, finalement, rester dans le conflit, hein, puisqu'il y a certaines personnes qui aiment bien le conflit, même si personnellement je trouve que c'est assez fatigant, mais bon, il y a des gens qui sont des spécialistes du conflit. Euh, alors, j'ai essayé d'identifier quelques raisons pour lesquelles eh bien, on voudrait se confronter à autrui. Bah, de manière assez surprenante, première raison que j'ai trouvée, c'est parce que c'est plaisant, c'est agréable. Alors, évidemment, sous certaines conditions, hein, encore une fois, mais c'est plaisant parce que déjà, en général, c'est créatif, c'est-à-dire que on peut découvrir en autrui et en nous-mêmes réciproquement des nouvelles idées, de nouvelles perspectives, voire de nouveaux concepts. Euh, et en général, plus vous avez une confrontation avec des interlocuteurs nombreux et plus, je dirais, le côté créatif devient important. Euh, la deuxième, la deuxième raison pour laquelle on pourrait vouloir faire ça, c'est parce que autrui est quelqu'un qui peut vous entraîner, qui peut vous stimuler, qui peut stimuler votre pensée par son exigence. Euh, et parce que se confronter avec autrui dans un dialogue, on va dire, rationnel, euh, ça, ça exige plusieurs conditions. Ça exige déjà qu'il y ait de la clarté, à la fois de la clarté dans, je dirais, le contenu des propos, mais aussi de la clarté dans le positionnement. Puisqu'évidemment, pour qu'il y ait confrontation, il faut qu'il y ait une forme de résistance, il faut qu'il y ait une forme d'opposition. Hein, il n'y a pas de confrontation sans opposition. Et pour savoir si on est opposé ou si on est du même côté, eh bien, il faut tout simplement se positionner. Et pour ça, pour se positionner, eh bien, il faut, comme on dit à la guerre, il faut déclarer ses intentions. C'est-à-dire, il faut dire, bah, est-ce qu'on penche de ce côté-ci ou de ce côté-là, quoi. Alors, il ne s'agit pas d'avoir une position définitive, mais il s'agit de déterminer ce qu'on pense à un moment donné, parce que si votre position change toujours, alors vous ne pouvez pas vous confronter, hein, puisque vous ne pouvez rien saisir, vous ne pouvez pas saisir le positionnement de la personne. Hein. Euh, donc, autrui va également exiger donc, de la pertinence, c'est-à-dire que grosso modo, non seulement faut que ce que vous disiez soit clair, mais il faut que ce soit argumenté, il faut que ce soit en relation avec la question, par exemple, si vous a posé une question. Et puis, il va vous demander une certaine consistance dans vos propos. Par exemple, il vous demandera que que vous fournissiez un exemple si vous avez dit quelque chose qui lui paraissait relativement abstrait. Euh, voilà. Euh, la deuxième raison pour laquelle on pourrait vouloir se confronter, euh, eh bien, c'est pour, voilà, je l'ai un peu déjà dit, mais c'est à la fois c'est pour se connaître soi-même et connaître autrui, hein, puisque quand on se confronte, donc on va mettre autrui à l'épreuve, hein, bah, comme le faisait Socrate, par exemple, dans les dialogues de Platon, et en le mettant à l'épreuve, notamment à l'épreuve de son discours, en lui posant des questions et en déchiquetant son discours mot à mot, comme ce qu'il faisait, évidemment, que les sophistes trouvaient insupportable, eh bien, autrui révélait ses opinions et révélait souvent son ignorance, hein, mais révélait aussi donc on va dire ses ancrages, les options qu'il avait prises dans l'existence, révélait ses préjugés, hein, et donc ça fait partie de la confrontation, de découvrir sur soi-même et sur autrui des choses
des choses qu'on pense ou qu'on croit, mais qui sont pas vraiment argumentées, qui n'ont pas vraiment de sens, et qui reposent sur pas grand-chose, quoi. Euh, on peut également se confronter pour résoudre des problèmes, hein. Alors, en général, en philosophie, un problème, ça se tourne sous forme de questions. Donc, on va trouver une question commune, et puis on va tenter d'y répondre ensemble en proposant plusieurs réponses différentes, puis en voyant comment les réponses s'articulent entre elles ou s'opposent entre elles, hein, dans le schéma de la thèse et de l'antithèse. Et puis on va en déduire de nouvelles idées, éventuellement approfondir les propos, les affiner, etc. Une autre utilité, c'est aussi de pouvoir, je dirais, sortir de soi-même, c'est-à-dire utiliser en fait autrui et réciproquement que autrui nous utilise pour nous aider à sortir de nous-mêmes, c'est-à-dire en écoutant autrui, en prenant en compte ce qu'il est, ce qu'il désire ou ce qu'il ne désire pas d'ailleurs. Eh bien, ça nous oblige finalement à sortir de nos propres soucis, de nos ritournelles, de nos routines, voire de nos obsessions, et de prendre en charge, je dirais, à la fois la parole, mais aussi l'être d'autrui par une présence qui est assez intense et je dirais, qui vient avec cette mise à l'épreuve ou cette friction qu'on a. On pourrait prendre comment dirais-je, pas une métaphore, mais une image, hein, un petit peu comme si vous voulez, comme dans les sports de combat, comme par exemple dans le judo, hein. Voilà, dans le judo, eh bien, vous confrontez à autrui, mais il y a des règles et il y a des prises qu'il faut faire et chacun, alors selon ses compétences, eh bien, s'exerce avec son sparring partner, quoi. Et, et voilà, donc ça permet donc de s'entraîner et puis de se sortir un peu de soi-même. Et puis, je dirais que il peut y avoir aussi un point de vue plus esthétique, voire érotique, hein, puisque Platon parlait de l'érotique, de l'érotique du dialogue, hein, c'est-à-dire que il y a une forme de beauté finalement à pouvoir créer des idées ensemble, à pouvoir se confronter de manière authentique et à se révéler, hein. Euh, alors, on pourrait aussi dire à révéler ses faiblesses ou ses vulnérabilités, hein, comme aujourd'hui c'est très à la mode de révéler ses vulnérabilités euh, dans la confrontation. Faut pas, voilà, il y a pas, il y a pas, il y a pas de, il y a pas de problème à dire que par exemple on s'est trompé ou qu'on a dit n'importe quoi ou que ce qu'on dit n'a pas de sens, puisque ça fait partie, je dirais, de l'apprentissage ça fait partie de l'apprentissage de la pensée, quoi, hein. C'est un petit peu comme si vous disiez, si vous commenciez à, à vous lamenter parce que vous tombez au judo, quoi, ça n'aurait pas beaucoup de sens, hein. Voilà. Euh, alors, et puis dernière chose, si on considère que se confronter à autrui est une chose qui est bien, qui est enviable, eh bien, à quelles conditions ça peut se faire? Je dirais que ça peut se faire s'il y a quand même un cadre de confiance minimum qui s'installe. Alors, quand ce cadre est pas vraiment posé, on aura souvent besoin d'un médiateur ou de quelqu'un qui fera office d'arbitre, on va dire. Alors, justement, aujourd'hui, ça sera moi, hein, c'est moi qui incarnerai un petit peu l'arbitre. Euh, il faut aussi faire confiance. Donc, ça veut dire qu'il faut faire confiance à cet arbitre, hein. Mais il faut aussi faire confiance, évidemment, à son interlocuteur et à soi-même.
hein, puisque le problème souvent, c'est pas tant qu'on ne fait pas confiance aux autres qu'on ne se fait pas confiance à soi-même. Hein. Donc souvent, on craint. Hein, on craint de dire des bêtises, on craint de faire des jugements sur les autres. Voilà. Donc, mais donc, si vous voulez vous confronter, disons il faut le faire en confiance dans la confiance que chacun est là pour s'entraîner, pour se confronter, et qu'il n'y a pas il y a pas de crainte particulière à avoir, il n'y a pas de autrui n'est pas malveillant, il n'est pas là pour vous piéger, etc. Donc, ça peut nécessiter également un cadre. Alors, quand je dis un cadre, ça veut dire qu'il y a des principes, hein, des principes à respecter. Grosso modo, c'est qu'on soit sur le fil de la raison, hein, qu'on ne dise pas n'importe quoi et qu'on ne soit pas irrationnel. Donc, a priori, on est tous égaux face à la raison, comme dirait Descartes. La différence, c'est qu'on ne l'applique pas tous selon les mêmes voies, mais a priori, on a tous la capacité à être rationnel. Et c'est ce qu'on appelle donc le sens commun. Donc le cadre aussi, le principe, c'est de prendre une petite distance émotionnelle, donc à pas être trop collé à son discours, à pas vouloir avoir raison, à pas vouloir être toujours dans son bon droit, à pas vouloir prendre sa sincérité pour un argument, hein, mais à avoir un petit peu de distance qui permet d'être authentique et de ne pas être collé, je dirais, ou englué à soi-même, comme dirait Sartre. Hein. Voilà. Bon, je vous ai donné, ouais, déjà, ça fait quasi une demi-heure que je parle, donc déjà, ça fait beaucoup. Voilà, je vous ai donné un certain nombre d'idées sur les raisons pour lesquelles, à mon avis, on ne se confronte pas beaucoup et sur les conditions dans lesquelles on pourrait se confronter. Donc, nous allons commencer maintenant l'atelier à proprement parler.